Avez-vous déjà imaginé ce que c'est que de faire rire des millions de personnes tout en portant un fardeau personnel immense? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante de Louis de Funès, l'un des acteurs comiques les plus emblématiques de France. Connu pour son énergie explosive, son visage expressif et son timing impeccable, de Funès a conquis le cœur du public avec des classiques comme Les Aventures de Rabbi Jacob ou la série Le Gendarme. Mais derrière les rires se cache une vie marquée par la tragédie, les luttes et une fin poignante. Accrochez-vous, car cette exploration va vous révéler des aspects inattendus de sa vie. Et si vous aimez découvrir les coulisses des stars iconiques, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines histoires approfondies. Louis de Funès, de son nom complet Louis Germain David de Funès de Galarza, est né le 31 juillet 1914 à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine, près de Paris. Issu de parents espagnols qui avaient fui leur pays natal en 1904 pour échapper à l'opposition familiale à leur mariage, son enfance fut loin d'être un conte de fées. Son père, Carlos Luis de Funès de Galarza, originaire de Séville et descendant d'une lignée noble avec des liens au comte de Galarza, avait abandonné une carrière d'avocat en Espagne pour devenir tailleur de diamants en France. Mais les rêves de richesse rapide l'ont conduit à des aventures hasardeuses, épuisant les ressources familiales. Imaginez un enfant grandissant dans l'ombre d'un père qui simule sa propre mort pour s'enfuir en Amérique du Sud, laissant derrière lui une famille en ruine. Carlos, parti au Venezuela dans l'espoir de fortune, contracta la tuberculose et mourut loin des siens en 1934. Sa mère, Léonore Soto-Regras, venue de Galice, d'un milieu aisé, se retrouva seule à élever 3 enfants dans un modeste appartement de Courbevoie. Femme au tempérament ardent et fier, elle luttait quotidiennement pour subvenir aux besoins de la famille, sans aide gouvernementale à l'époque. Bertrand Tessier, l'un des biographes de Funès, décrit comment Léonore se rendait dans les magasins locaux, criant aux propriétaires pour obtenir du crédit, des scènes qui embarrassaient profondément le jeune Louis. Le réalisateur Georges Lautner, qui connaissait Léonore personnellement, la décrivait comme quelqu'un qui criait, tapait du pied et poursuivait les gens dans une rage incontrôlable. Le comédien de Funès, le personnage de Funès, c'est sa mère, affirmait Lautner. Ses traits, les éclats de colère, les gestes exagérés deviendraient les signatures comiques de Louis au grand écran. Grandissant dans la pauvreté, Louis fréquentait le prestigieux lycée Condorcet à Paris, mais ses résultats étaient médiocres. Étiqueté comme un élève moyen, distrait et rêveur, il abandonna ses études sans direction claire. À 16 ans, il entra à l'école professionnelle de la fourrure, mais fut renvoyé pour chahut. Suivirent une série de petits boulots, comptable, étalagiste, décorateur, souvent terminés par des licenciements dus à ses frasques. En 1932, ses parents l'inscrivirent à l'école technique de photographie et de cinéma, ETPC, où il choisit la section cinéma. C'est là qu'il croisa Henri Decaë, futur directeur de la photographie de plusieurs de ses films. Decaë se souvenait, Louis de Funès était quelqu'un qui n'était pas expansif en ville. Chaque fois que nous nous rencontrions pour un nouveau film, il me rappelait des formules chimiques apprises 20 ou 30 auparavant, comme sodium hyposulfite, en imitant le professeur strict. Malgré ses difficultés, Louis trouva refuge dans la musique et le dessin. À 5 ans, sa mère lui donna ses premières leçons de piano. Plus tard, il travailla comme pianiste de bar dans les clubs de Pigalle, jouant du jazz tout en faisant des grimaces pour amuser le personnel et les clients. Son premier public était restreint, mais cela marqua le début de son talent comique. Connu sous le surnom affectueux Fufu par ses amis, il parlait couramment français, espagnol et anglais, des atouts qui l'aideraient dans sa carrière. Mais restons un instant sur cette enfance marquée par l'humiliation et l'insécurité. Comment un garçon timide et malingre, mesurant à peine 1,64 m, a-t-il transformé sa honte en un pouvoir comique? C'est ce que nous explorons dans le chapitre suivant. Et vous, quel est votre souvenir d'enfance le plus marquant? Partagez-le dans les commentaires ci-dessous. Les années de galère et les premiers pas sur scène. Poursuivons notre voyage dans la vie de Louis de Funès. Imaginez un jeune homme, sans diplôme, naviguant dans la précarité des années 1930, tout en rêvant de gloire. C'est l'histoire de persévérance qui a forgé l'une des plus grandes stars du cinéma français. Si cette résilience vous inspire, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo avec vos amis. Abonnez-vous pour plus d'histoires motivantes sur les figures légendaires. Dans les années 1930, après avoir quitté l'école, Louis enchaîna les emplois éphémères. Vitrier, cireur de chaussures, gratteur de sol, rien ne semblait lui convenir. Son fils Olivier de Funès évoquera plus tard. Après avoir quitté le lycée, mon père a exercé toutes sortes de petits boulots. Parfois, je me demande s'il n'a pas embelli un peu ses histoires dans les interviews, car il n'en parlait jamais à la maison. Convaincu que sa petite taille,
Son crâne dégarni et son apparence inhabituelle le rendaient inadapté aux rôles principaux. Louis continua à jouer du piano dans les clubs, tout en prenant des petits rôles non crédités au théâtre et au cinéma. En 1942, à 28 ans, il s'inscrivit au cours de théâtre Simon, où il réussit l'examen d'entrée avec une scène des Fourberies de Scapin de Molière. Bien que bref, ce passage fut déterminant. Il y rencontra Daniel Gélin, qui lui offrit son premier rôle significatif. Gélin raconta: « Je sortais d'un wagon de première classe dans le métro, et Daniel, que j'avais rencontré au cours René Simon, montait dans un wagon de seconde classe. Juste au moment où la porte se fermait, il m'a crié: « Appelle-moi demain, j'ai un petit rôle pour toi. » Ce mentorat fut une bouée de sauvetage pendant les années difficiles. La Seconde Guerre mondiale éclata en 1939. À 25 ans, Louis fut mobilisé mais jugé inapte au service actif en raison de son petit gabarit, 1,64 m pour 55 kg, et d'antécédents familiaux de tuberculose. Affecté à des tâches non combattantes, comme des travaux de terrassement, il divertissait ses camarades en imitant Maurice Chevalier. En avril 1940, il fut réformé pour une tuberculose suspectée. Une erreur médicale, croyait-il. La tragédie frappa lorsque son frère Charles fut tué lors de l'offensive allemande en mai 1940. Louis devint tuteur légal de son neveu orphelin Édouard, bien que l'enfant fût élevé par sa tante, Louis étant alors sans ressources. Pendant l'occupation, Louis travailla comme pianiste de bar, croisant Eddie Barclay, qui se souvint. Louis de Funès, comme moi, ne pouvait pas lire la musique, mais il avait une excellente oreille et était un musicien extraordinaire. Il n'a jamais mentionné son rêve de devenir acteur. Il jouait souvent 12 heures pour un maigre salaire, parfois juste une tasse de café. Georges Lautner le vit se produire en 1942 à la Madeleine. Louis jouait du piano avec grande compétence, mais lorsqu'il avait la scène pour lui tout seul, il sautait sur le piano et commençait à chanter. En 1942, il rejoignit le Conservatoire international de jazz, où il rencontra sa future épouse, Jeanne Barthélemy, secrétaire du directeur. En 1944, il échappa au service du travail obligatoire, STO, grâce au concierge de son immeuble, qui mentit aux autorités allemandes. Enfin, en 1945, avec l'aide de Gélin, il fit ses débuts au cinéma dans La Tentation de Barbizon de Jean Stelly, comme portier de cabaret. Sa première réplique: « Eh bien, il en a eu pour son compte aujourd'hui », marqua le début d'une carrière cinématographique, bien que cantonné à des rôles mineurs pendant des années. De 1945 à 1955, il apparut dans plus de 50 films. Souvent comme figurant ou doubleur, il doubla notamment Toto. Au théâtre, il rejoignit la troupe des Branquignoles en 1952. Son fils Olivier se souvient, il jonglait entre des performances dans différents lieux, courant d'un concert à l'autre. Malgré des collaborations avec des stars comme Jean Marais et Jeanne Moreau, la reconnaissance tardait. Mais comment cet acteur de complément est-il devenu une star? La réponse dans le prochain chapitre. Et si vous avez un film préféré de Funès de cette époque, dites-le nous en commentaire. L'ascension vers la gloire et les rôles iconiques. Accrochez-vous, car nous entrons dans l'ère dorée de Louis de Funès. Des rôles secondaires à la superstar du box-office, son parcours est une leçon de ténacité. Si vous êtes captivé, activez la cloche pour être notifié de nos vidéos sur d'autres légendes du cinéma. Likez et abonnez-vous pour soutenir notre contenu. Les années 1950 marquèrent un tournant. En 1956, son rôle de Jambier, le commerçant lâche mais défiant dans La Traversée de Paris de Claude Autant-Lara, impressionna la critique. Bien que bref, ce rôle annonçait ce personnage futur, irascible, colérique, comique. En 1957, il obtint son premier rôle principal dans Comme un cheveu sur la soupe, remportant le Grand Prix du Rire. Ni vu ni connu, où il jouait un braconnier astucieux, confirma son talent. France Dimanche le qualifia des acteurs le plus drôle de France. Pourtant, sa carrière connut un plateau et il revint à des rôles secondaires. La véritable percée vint au théâtre avec Oscar en 1959, un succès retentissant à Paris. Au cinéma, Pouic Pouic en 1963 développa son personnage signature, un homme en colère dans des situations absurdes. Sa collaboration avec Jean Giraud dans la série Le Gendarme à partir de 1964 et Fantomas 1964 à 1967 le propulsa au sommet. Dans Fantomas, il transforma le commissaire Juve en un rôle hilarant, aux côtés de Jean Marais. La série Le Gendarme, 6 films de 1964 à 1982, attira des millions. Le Gendarme de Saint-Tropez, 7,81 millions d'entrées. Le Gendarme et les extraterrestres, 6,28 millions. Avec Gérard Houry, il brilla dans Le Cornio
1965, 11,74 millions. La Grande Vadrouille, 1966, 17,28 millions. Record jusqu'en 1997. Et Les Aventures de Rabbi Jacob, 1973, 7,29 millions, abordant le racisme avec humour. Anecdote, lors de la première de Rabbi Jacob, de Funès, anxieux, fut ovationné au Gaumont Alésia. Daniel Thompson raconta, était une soirée qu'il n'oublierait pas. D'autres succès, L'aile ou la cuisse, 1976, 5,84 millions. Avec Coluche, La Zizanie, 1978, 2,7 millions. Sur la pollution, Hibernatus, 1969, 4 millions. En 1967, il était la star du box-office, achetant le château de Clermont comme refuge. Son style, gestes frénétiques, mimiques, colères explosives, influencés par Chaplin et Keaton. Mais derrière la gloire, des tensions personnelles. Quelle était-elle? Découvrons-le ensemble dans le chapitre suivant. Quel est votre film préféré de cette époque? Commentez. La vie personnelle, amour, famille et contradictions. Derrière le masque comique, Louis de Funès menait une vie privée complexe, marquée par des joies et des peines. Prêt à explorer les coulisses intimes? Si cette vidéo vous touche, likez-la et abonnez-vous pour plus de biographies émouvantes. Louis épousa d'abord Germaine Louise Élodie Carroyer le 27 avril 1936 à Saint-Étienne. Ils eurent un fils, Daniel, 1937, mais se séparèrent en 1939, divorçant en 1942. Daniel raconta dans Louis de Funès, l'Oscar du cinéma, 2011. Louis venait me voir en secret pour me faire découvrir le jazz, montrant ses talents de pianiste et danseur. Blessé de ne pas être informé de la mort de son père en 1983, il confia. Louis ne m'a rien laissé. Ce n'est pas grave, j'ai quand même réussi à mener la vie que je voulais. En 1943, il épousa Jeanne Barthélemy de Maupassant, nièce au second degré de Guy de Maupassant. Ils eurent deux fils, Patrick, 1944, médecin, et Olivier, 1949, pilote, acteur dans plusieurs films de son père comme Fantomas Deschênes. Patrick se souvint, il était agaçant, il s'impliquait dans tout. Olivier choisit l'aviation malgré l'encouragement paternel pour le cinéma. Jeanne joua un rôle clé, conseillant sur les films et négociant les honoraires. Elle apparut dans Nous irons à Deauville, 1962. Lors de la Grande Vadrouille, Bourvil l'écarta du tournage. Catholique pratiquant, de Funès avait une foi profonde. Politiquement gaulliste, il soutint Giscard d'Estaing en 1981, mais méprisait Yves Montand pour ses idées de gauche. Timide et économe, il préférait le jardinage aux fêtes. Jean-Jacques Gelot-Blanc nota. Adoré du public, il était timide, pas sociable, se retirant dans son jardin après les tournages. Des rumeurs de liaison avec Macha Béranger les 13 dernières années de sa vie ajoutent à la complexité. Mais la santé allait tout changer. Restez avec nous pour le chapitre sur ses luttes médicales. Partagez vos pensées sur sa vie privée en commentaire. Les batailles pour la santé et le déclin de la carrière. Attention, ce chapitre est poignant, des crises cardiaques qui ont failli l'emporter, à un retour courageux sur le plateau. Si vous appréciez ces récits authentiques, abonnez-vous et likez pour en voir plus. En 1971, pour La Folie des Grandeurs, initialement avec Bourvil, décédé, le scénario fut réécrit avec Yves Montand. Après, de Funès prit une pause, ne voulant plus travailler qu'avec Houry. Retour au théâtre avec Oscar, 1971, un succès, mais la pression l'usait. En 1973, Les Aventures de Rabbi Jacob fut un hit, mais sorti pendant la guerre du Yom Kippour, il nécessita une protection policière due à des menaces. En 1974, pour la valse des toréadors dirigée par Jean Anouilh, il lutta avec les longues répliques, anxieux. À la 200e représentation, fatigue et hypertension annoncèrent le pire. Il arrêta. Cette immense fatigue est une sonnette d'alarme, nous devons voir la sagesse de l'écouter. Préparant Le Crocodile, une satire, il subit des examens. Le 21 mars 1975, une crise cardiaque le frappa à Paris, suivie d'une seconde 9 jours plus tard. Hospitalisé 2 mois, il se reposa au château, jardinant. Libéré des soucis de box-office, il confia. Une seconde avant l'ambulance, j'étais tendu à propos des recettes, et là, je me retrouvais soudain à tourner la page. Déterminé, il revint en 1976 avec L'aile ou la cuisse, puis La Zizanie, 1978, Le Gendarme et les extraterrestres, 1979, avec personnel médical sur set. Son style changea, moins agressif. En 1980, il adapta L'Avare de Molière, co-réalisant, mais l'accueil fut mitigé.
Un César d'honneur en 1980 honora sa carrière, mais la fatigue grandissait. Le Gendarme et les Gendarmettes, 1982, marqua la fin, lassé des rôles répétitifs. Quels projets inachevés avant sa mort? La réponse dans le dernier chapitre. Quel impact sa santé a-t-elle eu sur vous? Commentez. La fin tragique et l'héritage éternel. Nous arrivons au crépuscule de cette vie extraordinaire. Une mort soudaine qui a ému la France entière. Si cette histoire vous a ému, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour nos futures vidéos sur les icônes oubliées. Après Le Gendarme et les Gendarmettes, 1982, De Funès planifie un retour avec Oscar au théâtre, une adaptation de Morticole, de Léon Daudet et des collaborations avec Patrice Lecomte, Coluche, Chantal Goya. 3 semaines avant sa mort, il assista à Papy fait de la résistance au théâtre du Splendid, liant avec la jeune distribution. Christian Fechner décrivit « De Funès était en forme éclatante, extrêmement drôle, revitalisé par l'admiration des jeunes. Il accepta un rôle mineur pour ménager son cœur. En janvier 1983, après les fêtes, un séjour en montagne tourna court à cause de l'altitude. Le 27 janvier, fatigué, il se coucha au cellier. Une crise cardiaque le frappa. Transporté à l'hôpital de Nantes, il mourut le 27 janvier 1983 à 20h30, à 68 ans. Les médias titrèrent en une, comme Le Parisien et Presse Océan. Un deuil national s'ensuivit. Michel Galabru, en direct. C'était comme un frère, son humour et sa popularité étaient universels. Hommage de Giscard d'Estaing. Jacques Lagne. Le meilleur hommage sera les innombrables individus qu'il continuera à divertir post-mortem. Pierre Mauroy et le Parti communiste exprimèrent leurs condoléances. Malgré des funérailles privées, plus de 3000 personnes affluèrent à l'église Saint-Martin du Cellier. Peu de célébrités, mais Galabru, Jean Carmet, producteurs et amis étaient présents. Inhumé au cimetière du Cellier, face à son château, Louis de Funès laisse un héritage de plus de 140 films, des records au box-office. Au-delà des rires, une résilience face à la pauvreté, la guerre, la maladie. Comme il disait, le rire est la plus courte distance entre deux personnes. Maintenant, à vous, quel est votre film préféré de Louis de Funès et pourquoi? Partagez dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour plus d'histoires fascinantes sur des acteurs légendaires. Merci d'avoir regardé et à bientôt.